Tout le C'est monde est bon. là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la visioconférence organisée par les Amis du Diplôme, du monde diplomatique de l'Aude, en partenariat avec les Amis du monde diplomatique d'Aix-en-Provence, dont le correspondant que vous devez apercevoir à l'écran, Dany Bruet, je trouve plutôt, excusez-moi, s'est joint à nous. Il va nous servir de physionomiste pour jouer au portier à l'entrée de la salle d'attente, et c'est lui qui sera chargé de recueillir les questions que vous poserez nombreuses et nombreux par écrit, j'insiste bien, à la fin de la conférence de Claire Lecoeuvre, que je ne vais pas tarder à vous présenter. Tout d'abord, les Amis du monde diplomatique, nous sommes une association de lecteurs militants du mensuel Le Monde diplomatique. Nous organisons depuis longtemps des conférences, alors pendant très longtemps, en chair et en os, où nous avions la chance et le plaisir de rencontrer les conférencières et les conférenciers. Depuis plusieurs mois, vous comprenez sûrement pourquoi, nous sommes obligés de passer par la visio, mais ça permet à des gens loin de chez nous de participer, d'assister à nos conférences. Le sujet d'aujourd'hui, c'est notre empreinte écologique. Je fais rapide. C'est Claire Lecoeuvre, qui est journaliste scientifique, qui a écrit 3 articles dans le monde diplomatique ces dernières années, dont le dernier, qui datait du mois de décembre 2019, avait valu quelques courriers de lecteurs au diplôme. Et elle vient de nous dire là, en préparant qu'elle en avait écrit un autre qui va paraître d'ici quelques temps. Elle est aussi autrice de nombreux ouvrages pour enfants qui tournent autour du thème de la science. La conférence était à l'origine prévue en première partie d'un spectacle de danse qui s'appelle Empreinte, qui est créé par une compagnie locale, la compagnie Porte Sud. Toujours pour les mêmes raisons, ce spectacle n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a convenu avec Claire qu'elle nous fasse la conférence aujourd'hui, à la date où ça devait se faire en chair et en os, qu'elle nous la fasse par visioconférence. Je pense que je n'ai plus grand-chose à dire. Si, alors je vous demanderai de bien penser à couper vos micros, à ne pas intervenir en cours de conférence. Posez vos questions par écrit, et je l'ai déjà dit, mais je me répète, Dany se fera un plaisir de se faire votre porte-voix en fin de conférence. Sur ce, encore bienvenue à toutes et à tous. Claire, nous t'écoutons. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là, même si c'est que par téléphone interposé, ordinateur interposé. Et effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de l'empreinte écologique. En réalité, pas de l'empreinte, puisque finalement, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein d'empreintes, tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Et c'est effectivement une conférence que j'ai préparée uniquement là pour les Amis du monde diplo, puisque c'était pour aller avec le spectacle de danse qui était prévu à l'origine. Donc je vais essayer de ne pas trop déborder du temps. Et en fait, j'ai prévu la conférence en 2 parties. Une première partie qui est plutôt sur quelle est l'empreinte, justement, quelles sont ces empreintes que l'être humain a sur notre planète, et une autre partie qui va être plutôt sur comment on perçoit cette empreinte, quelle vision politique on en a, et évidemment qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut changer, comment on peut agir face à ces constats. Donc les empreintes, je ne vais pas évidemment vous faire une liste exhaustive de tout ce qui se fait et de toutes les manières dont on pollue ou on laisse des traces, parce que vous allez vite le comprendre, c'est beaucoup trop important, c'est démesuré. Mais voilà, j'ai choisi quelques axes qui me semblent en fait assez révélateurs de la marque qu'on laisse et qu'on laissera pour quelques milliers d'années sur notre planète. Et donc, par exemple, en premier lieu, il y a la question de la transformation des milieux, la transformation des sols. Et il y a un chiffre qui est assez parlant d'une étude qui vient à peine de paraître, qui montre que en 2017, il y a uniquement 19% des terres
toutes les terres, c'est-à-dire celles aussi recouvertes par la glace, n'étaient pas transformées par l'être humain. Le reste étant donc modifié par l'être humain, et que 50%, 51% même de l'ensemble des terres étaient même intensivement modifiées. Mais c'est une étude qui montre aussi en parallèle que la transformation des terres en fait n'est pas si récente que ça. En fait, par exemple, il y a 10 000 ans déjà, on pouvait observer une grande modification des milieux. Et évidemment que cette transformation s'est intensifiée de manière très importante depuis le 19e siècle. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc cette modification des sols, elle est liée à plein de choses, mais entre autres à ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire donc l'usage minier, enfin les mines qu'on fait pour extraire toutes sortes de minerais. Et pareil, pour exemple, on extrait chaque année 50 milliards de tonnes de matériaux, ce qui représente à peu près 4000 fois les pyramides d'Égypte chaque année. Et 60% de cette extraction est uniquement du sable et du gravier. Ça, c'est un point qui est vraiment très important parce qu'en fait, on pointe souvent du doigt la bétonisation des sols, et le béton est en effet l'une des causes les plus importantes en fait d'artificialisation des sols, mais aussi tout simplement de l'extraction, de la transformation de nos sols et de la perte des sols. Et pour info, donc voilà, on produit dans le monde 6 milliards de mètres cubes de béton chaque année aussi. Voilà, vous allez avoir plein de chiffres, j'espère ne pas vous noyer sous les chiffres, mais je trouve que c'est quand même assez parlant. Et donc voilà, ça rend assez vite les choses un peu désespérantes, surtout quand on se rend compte qu'aujourd'hui, donc ça fait déjà quelques années qu'on parle de la rareté des minéraux et même du sable, par exemple, et du fait qu'on a beaucoup trop exploité ces ressources. Mais plutôt qu'évidemment remettre en cause la manière dont on fonctionne, on va chercher toujours plus loin des minerais. Et donc, par exemple, il y a un projet magnifique qui était au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour aller jusqu'à 1600 mètres de profondeur chercher des diamants ou des métaux dans ce qu'on appelle les cheminées noires, c'est-à-dire en fait les cheminées hydrothermales où la température est telle que des métaux se forment en assez grande quantité. Donc c'est un projet qui n'a pas eu lieu, parce que finalement trop cher, trop complexe à mettre en place, mais on a quand même de belles idées pour continuer d'extraire tous les minerais possibles de notre sol, avec un fond toujours renouvelé. Donc par exemple, il y a le groupe De Beers qui est spécialisé dans l'extraction des diamants, et qui donc va draguer les fonds marins au large de la côte namibienne pour récupérer des diamants, tout en se vantant d'être écolo, parce que c'est ça qui est magnifique dans le discours néolibéral aujourd'hui, c'est qu'on est capable de faire les pires horreurs tout en enrobant ça d'une couche très propre, éthiquement, écologiquement, etc. Je vous lis juste ce qu'ils mettent par exemple sur leur site, parce que je trouve que c'est très très beau. Donc ils mettent que la réhabilitation des fonds marins et du milieu marin se fait naturellement au fil du temps. Notre équipe environnementale supervise des directives strictes pour les navires, couvrant tout, de la façon dont nous récupérons les diamants à la façon dont nous éliminons chaque déchet produit sur un navire. Donc en gros, on racle les sols, on tue la faune et la flore marine, mais tout va bien parce que naturellement, cette faune se régénérera. Voilà. Un autre exemple assez impressionnant, c'est le fait que depuis à peu près 2 siècles, on a découvert de nouveaux minéraux qui sont formés suite à nos activités. Et par exemple, on a à peu près sur Terre 5225 minéraux. La plupart ont été formés il y a des milliers d'années lors de la grande oxydation, mais il y en a 208 qui ont été découverts récemment et en fait qui sont formés suite à soit à l'abandon de certaines mines et à l'érosion par l'eau, par le vent, par les mers, soit tout simplement par fabrication de l'homme. En fait, on a fabriqué les minéraux
pour plein d'usages, en particulier d'ailleurs encore pour le ciment et le béton. Mais voilà, voilà, on a inventé de nouveaux minéraux qui seront là pendant encore des milliers d'années. Ça, c'est une trace quand même assez importante. Un autre gros pan qui n'est pas forcément sur la durée, parce que souvent on parle de l'empreinte écologique sur une très longue durée, mais il y a quand même des choses qui sont sur une durée moindre, mais qui ont un effet quand même important. Ça va être tout ce qui est les pollutions, donc pollution de l'eau, de l'air et des sols. Et là, pareil, donc sur l'eau, les plus grandes pollutions, c'est quand même actuellement lié aux nitrates et aux pesticides. Et donc, on a quand même des chiffres assez éloquents. Donc, par exemple, aux États-Unis, on estime que 40% des rivières et 46% des lacs sont pollués et dangereux pour la nage, la pêche ou la vie aquatique. Et entre autres, aux États-Unis, ils rejettent 1000 nouvelles substances chimiques par an dans leur environnement, dans l'eau. En Afrique, c'est 70% des déchets industriels qui sont déversés dans l'eau directement, donc non traités, donc évidemment polluants. En Chine, c'est la moitié des nappes phréatiques qui sont polluées. En Europe, là, pareil, la moitié des rivières et des lacs qui sont menacés par la pollution. Et en France, tant qu'à faire, 99,5% des secteurs hydrographiques contiennent des pesticides, sachant qu'il existe à peu près 700 pesticides différents qu'on peut retrouver dans nos cours d'eau. Voilà. Et pareil pour les nitrates, on estime qu'il y a plus de 60% de nos eaux souterraines en France qui dépassent le seuil de la présence naturelle des nitrates et 50% qui ont un stade assez dangereux pour la santé. Donc forcément, tout ce qui est pollution de l'eau, c'est quand même beaucoup lié soit aux industries, soit à l'agriculture. Les nitrates, c'est évidemment lié à l'agriculture industrielle. Donc ça, c'est pareil, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour le sol, c'est pareil en termes de décontamination. Donc là, ça va être pareil sur les activités industrielles, plutôt minières en particulier, mais aussi tout ce qui est agricole. Donc je vous donne encore quelques chiffres en essayant de ne pas trop vous noyer. En Australie, on compte 80 000 sites qui sont contaminés. En Chine, il y a 16% de l'ensemble des sols qui sont pollués. Les autres ne me semblent pas. Une petite parenthèse évidemment sur l'air, avec les gaz à effet de serre. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais bon, voilà, aujourd'hui on en est à entre 34 et 40 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère. On est déjà en 2020, on était à 1,2 degré en plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà, ça c'est assez, je pense que c'est assez connu. Et après, il y a tout un autre pan qui est plutôt les déchets en fait, qui sont là pour sur un plus long terme, voire un très très long terme. Et je ne vais pas parler de tout, mais je vais surtout parler des plastiques et de la radioactivité. Les plastiques parce que c'est assez parlant, donc évidemment on connaît les océans de plastique dans le Pacifique. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, en fait il y en a plein et on s'est rendu compte, il y a une étude récente qui montre que cet océan ferait à peu près en taille 3 fois la taille de la France continentale. Donc c'est quand même pas rien, mais ce qui est assez logique puisqu'on produit à peu près 380 millions de tonnes de plastique par an. Voilà. Et donc on retrouve des microplastiques. Donc les microplastiques, en taille, ça représente entre 5 mm à quelques centaines de nanomètres, donc c'est vraiment très petit. Et donc eux voyagent par l'eau et par l'air, et on en retrouve jusque dans les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Voilà, on montre que dans 80% des sources mondiales d'eau douce, il y en a qui ont été retrouvées, et 93% de l'eau en bouteille, pour ceux qui pensent que l'eau en bouteille est mieux que l'eau de source. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on retrouve partout sur Terre, et effectivement, le fait qu'on les retrouve dans les glaces, c'est aussi des indices pour les géologues, par exemple, du fait que nos activités ont une conséquence sur l'ensemble de la planète et qui sera visible pendant des centaines ou des milliers d'années. C'est la même chose avec la radioactivité, puisque ce qu'on ne sait pas forcément quand on s'y intéresse pas, c'est que notre usage du nucléaire, en fait, a des conséquences directes en créant en fait des
des ions qui n'existaient pas naturellement. Donc, par exemple, le plutonium, c'est un élément, on parle souvent du plutonium 238, 239, 240 et 241, qui sont émis en fait à partir du moment où on fait de la fission des atomes d'uranium. Et donc, c'est des éléments qui ne se retrouvent pas à l'état naturel. Pourtant, aujourd'hui, on en retrouve partout sur Terre, en particulier en fait, suite aux essais nucléaires qu'on a fait dans le Pacifique, mais un peu partout ailleurs, qu'on fait encore dans l'eau, suite à Tchernobyl, et aussi suite au fonctionnement des centrales. Et tout ça, c'est sans prendre en compte forcément les rejets d'eau de Fukushima, donc le gouvernement japonais vient de dire qu'il pouvait rejeter toute l'eau qui permettait de refroidir la centrale, de le rejeter donc dans l'Atlantique. Bon, il le faisait déjà un peu avant, mais là, c'était acté. Donc ça, évidemment, voilà, ce plutonium, on le retrouve dans les sols et dans l'eau, à peu près partout, et dans des quantités différentes, évidemment, selon les différentes zones du monde. Et il y a la même chose pour le carbone 14. Alors le carbone 14, pardon, il se trouve, enfin il existe naturellement, mais en général plutôt dans les hautes couches de l'atmosphère. Et aujourd'hui, on le retrouve aussi dans les couches plus basses de l'atmosphère à cause de l'exploitation nucléaire. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des essais nucléaires, des différents accidents nucléaires ou des satellites. Il y a des satellites qui sont tombés. Il y a pas mal de satellites qui tombent au bout d'un moment de l'atmosphère et il y en a certains qui fonctionnaient avec de l'électricité d'origine nucléaire, donc qui ont aussi participé à émettre du plutonium et du carbone 14. Donc voilà un petit peu un panel rapide de l'activité humaine et des effets que ça peut avoir. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des empreintes qui sont là pendant des centaines d'années, des milliers d'années. J'ai même pas parlé là des déchets nucléaires qui sont quand même, voilà, certains éléments radioactifs ont une durée de vie de plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est ce qui a fait parler par pas mal de scientifiques de la question de l'anthropocène, c'est-à-dire du fait qu'on est arrivé dans une ère géologique qui ne soit plus naturelle et qui soit transformée par l'être humain. Donc, on a appelé l'anthropocène. Alors, c'est pas un nom qui a été admis scientifiquement, il est encore en question, même s'il a quand même pas mal progressé. Mais on en est arrivé voilà, à se poser la question du fait que l'être humain est devenu en fait un transformateur de la Terre aussi important que d'autres phénomènes géologiques. Alors cette question d'anthropocène, elle pose un problème quand même, et c'est beaucoup débattu actuellement dans pas mal de milieux scientifiques et écologistes. C'est que ça pose la question de qui pollue et de comment on pollue. Parce que là, j'ai dit des choses très générales, mais quand même globalement, ça revient à dire qu'il y a que c'est l'industrie, l'agriculture industrielle et notre manière de fonctionner, nous occidentaux, qui entraînent tous ces impacts-là. Et donc, voilà, on peut se poser la question de est-ce que c'est l'humain, quand on parle d'anthropocène, on parle de l'être humain, mais est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est certains gouvernements? Est-ce que c'est certaines entreprises? Ou est-ce que c'est certaines personnes d'un milieu social très précis qui polluent? Et donc, la responsabilité n'est pas la même, en fait, selon cette vision qu'on va avoir de ces faits-là. Donc, évidemment, vous vous en doutez, c'est une question qui est éminemment politique, mais qu'il faut se poser, il me semble, pour justement agir et essayer déjà de comprendre, mais surtout d'agir face à ces questions. Alors, je vais vous lire juste une phrase de Hélène Christ. C'est une professeure de sociologie à l'Université de Virginie, et je trouve qu'elle résume assez bien cette question en fait, de l'anthropocène et du terme utilisé, choisi. Donc, elle dit « Que communique le discours de l'anthropocène ? Rien, et encore moins le nom. Rien qui puisse offrir une alternative à la réorganisation civilisationnelle de la Terre comme base des opérations humaines et scène fonctionnelle pour la représentation ininterrompue de l'histoire. Ce discours nous assujettit au récit consacré de l'ascension humaine au statut d'espèce à part.
En affirmant la centralité de l'homme comme à la fois force causale et sujet d'inquiétude, l'Anthropocène réduit l'espace discursif disponible pour la mise en cause de la domination de la biosphère, offrant au contraire un boniment technoscientifique pour sa rationalisation et un plaidoyer pragmatique pour que nous nous résignions à sa réalité. Et je trouve qu'en fait c'est assez représentatif voilà, du fait que effectivement, si on réduit le problème à l'être humain et au fait que l'être humain en tant que tel a une empreinte dévastatrice, ça pourrait signifier qu'en fait on ne peut rien faire et que il faut accepter la problématique telle qu'elle est, qu'on ne pourra rien changer et que la seule manière de changer, c'est au contraire d'imposer encore plus notre marque en estimant que nous sommes, entre guillemets, des maîtres tout-puissants au-delà de la nature, au-delà de l'environnement et que nous pouvons nous-mêmes changer ce destin avec justement le discours scientifique, par exemple la géo-ingénierie aujourd'hui par rapport au climat. Et cette question, elle est quand même assez binaire. En fait, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'autres penseurs, beaucoup d'autres personnes qui montrent que finalement, voilà, déjà, on peut peut-être se poser la question de la vision du monde qu'on a. Peut-être que c'est pas si binaire et qu'il n'existe pas la nature et à côté de ça, les sociétés humaines. Que finalement, l'être humain est un animal comme un autre et fait partie d'un ensemble d'êtres vivants et d'êtres non vivants. Et donc, on pourrait réfléchir autrement, une manière de vivre dans ce système. Et ça veut dire aussi qu'on va pointer du doigt des responsables différents. Parce que souvent, c'est quand même des personnes plutôt du monde occidental qui vont avoir ce discours-là. Et donc, on oublie totalement qu'en fait, c'est plutôt l'Occident qui émet, qui pollue, qui extrait, qui exploite. Et donc, forcément, d'une part, ça n'a pas les mêmes conséquences partout sur Terre, mais surtout, on ne peut pas désigner tous les êtres humains comme étant responsables au même niveau. Donc il y a différents auteurs comme Andreas Mann, Jason Moore, Elmar Altvater, pour en citer quelques-uns, il y en a énormément, mais déjà eux sont assez connus pour ça, qui pointent du doigt le capitalisme comme étant l'origine en fait de ces empreintes. Et donc ils parlent plutôt du capitalocène. En France, il y a beaucoup Christophe Bonneuil qui a participé à expliquer ça, pardon. Et donc, il explique que, voilà, que ce changement d'ère géologique serait plutôt, daterait plutôt de l'entrée dans l'ère industrielle, donc la fin du 18e. Et en fait, le fait de partir de ce point de vue, du capitalisme comme cause en fait du problème, ça permet d'avoir une vision très différente sur l'histoire en fait qui nous a mené à la problématique écologique qu'on a aujourd'hui. Et un point, par exemple, très intéressant, c'est de prendre en compte l'industrialisation de l'Angleterre, par exemple. Donc c'est Kenneth Pomerance qui en parle dans un livre qui est paru en 2010. Et en fait, lui, il a fait la comparaison entre l'Angleterre de 1750 et la région chinoise du delta de Yangtze à la même époque. Et les différences qu'il a trouvées, c'est qu'en fait, les gisements de charbon étaient très proches de l'Angleterre. Enfin, en Angleterre, étaient facilement accessibles, contrairement à la Chine. Et surtout que l'Europe était un carrefour géographique par rapport aux autres continents. Et que c'est grâce à ces deux différences-là, pour lui en tout cas, que l'Angleterre a pu accumuler énormément de richesses et exploiter sur d'autres terres. Et donc aussi, entre autres, les esclaves, mais donc pour cultiver du coton, du sucre, du bois, récupérer du bois, du guano, du blé, de la viande. Et c'est ce qui expliquerait le fait que, voilà, en 1830, dans les années 1830, la consommation de l'Angleterre, en toutes ces matières-là, sucre, coton, bois, représente à peu près un usage de plus de 10 millions d'hectares. Donc 2 fois en fait sa surface agricole disponible en Angleterre. Et donc que cette surexploitation basée sur le colonialisme et l'esclavagisme est à l'origine
bon, évidemment, c'est lié à l'histoire du capitalisme, mais est à l'origine aussi de cette manière d'extraire et cette manière d'exploiter le vivant. Et donc, en fait, de poser ça, ça pose aussi une histoire des dominations, en fait. Donc, ça introduit, il me semble, une vision politique qui est assez intéressante. Il y a un autre exemple qui est pris, c'est justement le passage, en fait, le passage au charbon, puis ensuite au pétrole de notre système économique et énergétique, puisque c'est notre système énergétique qui va nous permettre de déployer, de démultiplier notre capacité destructrice. Et c'est Andreas Malm qui nous montre ça, c'est en fait, voilà, il montre qu'au début du 19e, on estime qu'en Europe, il y avait à peu près 550 machines à vapeur et en comparaison, 500 000 moulins à eau, que le charbon était très cher à cette époque. Et qu'au final, il y a différents choix politiques qui vont faire que en fait, qu'on va se mettre à donc, développer les usines. Donc, le fait qu'on passe au métier à tisser automatisé, c'est vu comme une réponse aussi de la récession de 1825 à 1848, et que tout ceci serait une réponse des patrons aux revendications ouvrières. Et donc, ça leur a permis de concentrer en fait la main-d'œuvre, évidemment, et donc non seulement de développer, d'industrialiser le pays, mais aussi du coup d'augmenter évidemment le capital. Et donc, par exemple, en 1825, on estime que la Grande-Bretagne était responsable de 80% des émissions de CO2. Et ensuite, le passage au pétrole, il serait arrivé. D'après ces auteurs, leur explication en fait, du passage au pétrole, c'est que en fait, le charbon, c'était une énergie qui nécessitait des ouvriers, enfin, qui nécessitait des usines très centralisées. Et donc, dès que les ouvriers faisaient grève, en fait, ils étaient en capacité de couper les ressources énergétiques du pays entier. Et ça posait quand même un petit problème pour les gouvernants et pour les industriels. Et donc, le passage au pétrole aurait permis, en fait, de décentraliser l'usage énergétique, l'usage du pétrole, puisqu'il était beaucoup plus facilement accessible, beaucoup plus facilement aussi transportable. Et donc, ce choix énergétique aurait permis d'affaiblir tous les mouvements sociaux, les mouvements des ouvriers. Et ça a été aussi en parallèle un choix, par exemple pour les États-Unis, en fait, de développer la voiture, de développer la construction en banlieue, donc d'individualiser l'habitat, de dissocier les luttes, en fait, de faire que les gens ne soient plus, ne vivent plus ensemble et donc ne puissent moins facilement être solidaires. Donc que tous ces choix politiques, en fait, liés au capitalisme, a amené en fait à ce qu'on ait une puissance énergétique démesurée qui finalement n'a cessé d'alimenter en fait le capitalisme, c'est-à-dire un usage énergétique très fort pour développer sans cesse, pour faire du profit sans cesse et donc détruire la nature par la même occasion. Donc c'est vrai que cette vision du capitalocène me semble beaucoup plus intéressante, beaucoup plus proche de la réalité aussi. Et ça nous permet de voir que selon les choix qu'on fait, selon les choix d'action qu'on fait, on va évidemment... enfin, il y a des possibilités en tout cas d'un système autre dans lequel on puisse vivre tous équitablement, tous sur l'ensemble de la planète. Je reviendrai un tout petit peu aux visions du monde que ça va chercher, parce qu'effectivement, souvent, on recense 4 grands récits, on va dire, structurants. Et donc, j'y reviendrai juste après. Ce que je voulais essayer de voir aussi, vous montrer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça changerait, en fait, concrètement, si on essayait de moins, voire de pas, avoir une empreinte aussi importante. Et il y a une étude qui a été faite en 2018 du cabinet BL Evolution, uniquement pour le changement climatique. Il se base sur le fait que il fallait, donc en 2018, on était à 680 millions de tonnes de CO2, enfin, équivalent CO2
donc gaz à effet de serre, produits, et qu'il faudrait, pour rester sous les 1,5 degrés, être à 250 millions de tonnes en France. Je ne veux pas parler de la réalité de cette vision, mais voilà, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester à cette production annuelle de 250 millions de tonnes, équivalent CO2. Et je trouve que c'est assez parlant. Donc ça voudrait dire, pour nous en France, de diviser par 2 la consommation électrique par personne, de se chauffer tous à 19 degrés, que toutes les nouvelles constructions soient en habitat collectif, avec en moyenne 30 mètres carrés par personne de surface habitable, de diviser par 2 le nombre de véhicules, de supprimer les lignes aériennes internes, de multiplier par 6 le nombre de kilomètres que l'on fait à vélo, et de doubler la quantité de trains. Ça voudrait dire aussi diviser par 3 notre consommation de viande et de produits laitiers, qu'il n'y ait plus aucune artificialisation des sols et qu'il n'y ait plus aucun produit transformé et emballé. Alors, ils mettent aussi que ce serait la fin de la publicité, qu'il faudrait qu'on se limite à 1 kg de vêtements par an et par personne, qu'on divise par 3 nos flux de données échangés, donc, par Internet, et qu'on multiplie par 4 la durée de vie des appareils électroniques. Je ne vous ai pas tout mis, il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes, mais je trouve que c'est assez parlant, parce que donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour nous en France, et évidemment, ce serait différent par pays, puisqu'on n'a pas la même quantité d'émissions de CO2. Et ça, c'est juste pour l'émission de CO2. Ça ne prend même pas en compte la question de l'extractivisme, même si, en général, c'est quand même assez lié. Mais il y a par exemple des questions d'artificialisation des sols qui ont des conséquences qui ne sont pas forcément liées au changement climatique et qui pourraient quand même aussi être pris en compte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me semble pas délirant, en fait, comme vision du monde. On est quand même loin du retour à la bougie ou au Amish. Donc, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et en plus, c'est pour la France, c'est-à-dire que évidemment, ça n'a rien à voir de demander de réduire notre consommation et notre production, surtout notre production, qu'on soit en France ou qu'on soit en Ouganda, ou qu'on soit aux États-Unis, évidemment. Donc, je trouve que c'est intéressant d'essayer de voir localement, pas forcément, enfin, par pays pourquoi pas, mais au moins localement déjà, ce que ça pourrait signifier d'être dans un monde où on impacte moins, voire pas, le milieu naturel. Et ça veut dire évidemment changer aussi nos manières de voir le monde. Donc je reviens un peu aux 4 récits structurants du monde. Déjà, les premiers, même si je ne vais pas m'attarder sur eux, c'est les sceptiques. Globalement, en fait, on a des personnes, voilà, il y a les climato-sceptiques, mais il y a aussi des sceptiques de manière générale, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans le fait qu'un effondrement est possible, ceux qui ne croient pas que le changement climatique est lié aux humains. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur eux parce que d'une part, il me semble qu'ils ne sont plus forcément dominants, même si on pourrait arguer le contraire, parce qu'on en parle quand même très souvent, mais il me semble que ce n'est pas forcément le discours le plus gênant aujourd'hui. Ensuite, il y a le discours des technophiles. Donc là, pour le coup, c'est la vision dominante, c'est-à-dire néolibérale, capitaliste néolibérale. C'est-à-dire, OK, on a peut-être fait des bêtises, OK, on a une empreinte qui peut-être fait que ça ne va pas être viable, OK, on a compris qu'il y avait un changement climatique et il va falloir faire quelque chose, mais pas de souci. L'être humain a toujours trouvé des solutions. On va vous trouver des technologies merveilleuses qui vont permettre de gérer tout ça. Et donc, le credo de la géo-ingénierie qui va pouvoir capter le CO2 ou dissoudre le CO2 de l'atmosphère pour pouvoir continuer de polluer comme toujours. Donc voilà, ça c'est les sauveurs de l'humanité. On va trouver une solution. Ensuite, il y a un autre discours, donc là on change totalement de point de vue, mais ça va être plutôt le discours des décroissants,
qui donc depuis pas mal de temps montre qu'il y a un problème et qu'il y a un risque d'effondrement puisqu'on utilise plus que des ressources naturelles, plus que ce qu'elles ne peuvent se régénérer. Et donc, ils disent, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter, ou de tout du moins réduire notre consommation de ressources, et donc réduire notre production, évidemment, et surtout sortir du mythe de la croissance. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les technophiles vont avec le mythe de la croissance verte, évidemment. La croissance verte, on pourrait continuer de croître, de produire du PIB, de produire de la richesse monétaire, mais sans trop polluer, sans trop sans trop détruire l'environnement. Et ça, évidemment, évidemment, c'est pas possible, c'est un mythe. On ne peut pas découpler en fait notre usage des ressources de notre production, puisque le PIB est quand même basé sur notre production matérielle et de services. Mais c'est pas possible de la découpler, quoi. Peut-être dans un certain point, mais pas au point, en tout cas, de continuer de polluer autant et d'utiliser autant de ressources pour continuer de vivre. Donc la décroissance, évidemment, essaye de démonter ce mythe de la croissance verte et de dire qu'il faudrait peut-être d'autres éléments qualitatifs pour considérer notre vie au quotidien, et que peut-être la croissance n'est pas le bon facteur, et qu'il faudrait peut-être penser plutôt justement à notre qualité de vie, au temps qu'on a, voilà, plein d'autres facteurs qui ne sont pas vraiment mis en avant pour l'instant. Et donc ça demande quand même effectivement de débattre un petit peu de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas besoin, et collectivement, qu'est-ce qu'on choisit. Sachant que, encore une fois, ça c'est vrai pour nous en France, c'est quand même bien moins vrai pour pas mal d'autres pays qui n'en sont pas à notre production et à notre consommation. Et ensuite, il y a un dernier grand récit, ça va être l'éco-marxisme ou l'éco-socialisme, selon qui on parle. Et donc, qui est assez proche finalement de la décroissance, mais qui va être beaucoup plus dans une planification écologique. Avec donc l'écosocialisme en France, il est apparu avec André Gorz dans les années 70, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'en revendiquent. Il y a le parti de gauche qui a beaucoup travaillé dessus, qui est devenu la France Insoumise, et donc c'est finalement avec la décroissance, il me semble que ces deux ont pas mal de choses à échanger et pas mal de choses à construire ensemble, dans le sens où les deux proposent des modifications assez radicales de notre société, et pour permettre de construire collectivement un monde hors capitalisme qui soit plus compatible tout simplement avec notre environnement, qui proposent tous les deux de sortir du technologisme, de développer, alors il y a quand même tout ce mouvement un peu des low-tech, mais aussi de développer un autre rapport en fait à notre environnement. Dans tous les cas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement de voir que ces deux récits ne sont pas encore très, très, très entendus, et que au contraire, on a tendance à justement à greenwasher tout ce qui peut, et donc même notre président se dit écologiste, donc il y a un mélange des genres qui est aujourd'hui un peu complexe pour s'y retrouver. Et en même temps, on a ce besoin en fait de diversifier les récits, de diversifier justement, de créer en fait des histoires et des visions du monde qui soient nouvelles. Et c'est, il me semble, ce qui est permis justement par ces visions-là. Alors j'aurais tendance à vouloir rajouter aussi une partie de ce qui est de l'écologie libertaire, même si ça peut être lié à l'écosocialisme, mais voilà, qui va diversifier les récits de manière moins planificatrice et moins centralisée, et qui me semble aussi très intéressant, surtout que pour en arriver à quelque chose de plus concret aujourd'hui, on se retrouve en fait dans une situation où politiquement on a quand même un souci quand on veut s'engager, quand on a envie d'essayer de changer cette vision du capitalisme néolibéral. C'est quand même que aujourd'hui dans les actions qui existent,
il y a effectivement, on va dire, les partis plus habituels dans le domaine électoral. Mais ensuite, dans les actions qui se font, il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de groupes plutôt locaux, au niveau des ZAD, évidemment. Et donc, en fait, il y a ce discours actuel qui me semble intéressant de la nécessité de militer, d'occuper du terrain, même de gagner du terrain, et en même temps de créer autre chose. Et cette création, il me semble, se fait plutôt sur des zones effectivement de type ZAD, avec des collectifs locaux, où on a justement une tentative en fait de faire quelque chose autre en dehors du capitalisme. Et avec évidemment, pour revenir sur l'empreinte, des empreintes moindres. Donc il y a toujours ces deux côtés et il me semble que c'est important qu'ils soient là tous les deux, le fait de militer et de créer des alternatives. Voilà, peut-être qu'on pourra en parler dans les discussions, dans les questions, en fonction des questions que vous avez. Voilà, j'ai essayé de faire très synthétisé. il y a quand même énormément de choses dans tout ça. Mais en tout cas, j'en discuterai avec grand plaisir avec vous. Merci Claire. Dany, à toi de te faire le porte-parole des questions. J'ai vu passer pas mal de messages. Alors, je n'ai pas tout regardé en détail puisque c'était ton boulot. À toi la parole. D'accord. Effectivement, beaucoup d'interventions, beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Mais on va commencer par les questions concernant la suite de la conférence. Alors, il y a Lydia, par exemple, qui demande si on aura un support à leur envoyer aux personnes qui ont suivi la conférence pour avoir les chiffres qui ont été donnés par Claire. Oui, ça sans souci, je peux faire un récapitulatif avec les diverses sources sans aucun problème. Ouais, voilà. Et Corinne demande s'il sera possible de revoir cette vidéo sur le site des AMD. Mais là, je peux répondre. Effectivement, il me faut un certain temps pour couper, enlever tout ce qui dépasse, notamment les échanges que nous avons eus avant le début de la conférence. Et d'ici quelques jours, ce sera sur le site des Amis du monde diplomatique de l'Aude, sur le site des Amis du monde diplomatique national, sur le Facebook des Amis du Diplôme de l'Aude. Donc, il y aura plusieurs solutions. Et j'en profite au passage pour signaler que Luis Mendes enregistre pour le compte de l'association Même Audio de Toulouse, a enregistré la conférence et ce sera dans quelques temps aussi un podcast sur leur site. Très bien. Donc il y a Philippe qui a signalé Anthropocène ou Capitalocène, mais je pense qu'on a largement répondu à son interrogation. Jean-Michel, alors je le lis, je découvre en même temps que vous. Est-ce que certains esprits ne pensent pas qu'on puisse s'en sortir, par exemple, en végétalisant les villes, en plantant des milliards d'arbres, comme se prépare à le faire la Chine pour maintenir une société extractiviste ou productiviste au sens capitaliste? Point d'interrogation. Faudra-t-il une rupture franche avec le système dominant actuel ou des réponses biaisées pourront-elles leurrer les populations victimes des désordres écologiques? Point d'interrogation. Oui, pour répondre à ça, oui, c'est évident que, voilà, je pense que la première question, en fait, c'est pour moi ce que j'appelle les technophiles, c'est-à-dire que, bien sûr, hein, il y aura toujours des gens qui, entre guillemets, les gagnants du système qui voudront poursuivre dans ce système et qui donc vont trouver plein de solutions pour que ça se perpétue. Hein. Après, ça peut entraîner différentes choses et chacun imagine un petit peu ce qu'il veut sur la suite. Hein. Il y en a qui pensent effectivement au fait que les plus riches qui pourront capter cette richesse en fait vont créer des sortes de bunkers où ils pourront continuer d'exploiter à partir de ressources transformées. Bon, après, voilà, ça relève quasiment de la science-fiction, mais
Mais effectivement, on peut tout à fait imaginer une société où on est des très riches qui finalement qui utilisent, avec un retour de l'esclavage maintenu par de l'ignorance ou un discours dominant qui vend du rêve pour continuer un petit peu ce système. Après, ça, c'est sûr que c'est toujours le risque. Et après, la rupture franche, c'est toujours la grande question. Est-ce que le grand soir ou est-ce que le système réformiste? Moi, je ne suis pas convaincue par, par les réformes, mais, mais je pense qu'il faut des deux, en fait. Je pense qu'il faut de tout. Parce que d'une part, peut-être que les réformistes ont beaucoup aidé, en fait, ne serait-ce qu'à ce qu'on comprenne un petit peu mieux ce système et à ce qu'on puisse effectivement proposer des solutions nouvelles. Et ensuite, il faut des gens aussi qui agissent très concrètement. Et aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas compte parce que, en fait, effectivement, confinement et médias orientés, il n'empêche qu'il y a quand même énormément d'actions en cours aujourd'hui de petits groupes qui vont déjà soit protéger des terres, il y a énormément de ZAD en ce moment en France, il y a des petits groupes locaux qui vont dézinguer des antennes 5G, qui vont faire pas mal de choses en fait, et c'est aussi des actes de résistance qui font il me semble, qui font avancer les choses aussi. Très bien, merci. Alors, quand tu as abordé notre rapport avec la nature, la question suivante a été posée. N'est-ce pas déjà les religions qui ont placé l'homme au-dessus de la nature? Oui, clairement, ça a joué, c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, il y a la question supplémentaire, c'est n'est-ce pas le patriarcat? Et probablement que le patriarcat est plus vieux que les religions, même si la religion a un petit peu ancré le patriarcat, enfin tout du moins les religions monothéistes. Ouais, c'est sûr que c'est effectivement dans la construction, j'imagine, culturelle de nos sociétés, clairement, la chrétienté, pour ne pas la nommer, a une vision très dominatrice de la nature. Donc ça, c'est sûr. Après, de là à ce que ce soit... Disons que il n'y a pas de lien direct entre les grandes religions monothéistes et l'exploitation directe de la nature. Ça, c'est quand même arrivé avec le capitalisme. Par contre, que culturellement, on se soit habitué au fait qu'on dominait les autres, oui, si, probablement que ça y a joué. Très bien, merci. Après, sont venues deux interventions qui ne sont pas des questions, donc je vais les lire ensemble, je vais les lier ensemble. Si il faut intervenir, Claire, je te passerai la parole. Sinon, je passerai à la question suivante. Alors, pour les deux interventions, c'est plus la croissance et l'industrialisation que le système économique en lui-même. Pour produire et satisfaire les besoins, il a fallu prélever sur la nature. Donc, c'est une intervention de Michel. Et Comte suit en disant « Je jouis de ta production, qu'elle soit capitaliste ou communiste, le productivisme est la pierre angulaire de la dévastation de notre faible couche de vie sur Terre. » Alors, je me permets quand même là de réagir. Je suis évidemment pas d'accord avec cette dernière affirmation. Les communistes, en fait, on peut parler du communisme en Russie, certes, mais on va dire que c'est quand même une dérive qui n'était pas liée au communisme en tant que tel. L'idéologie communiste, elle n'est pas forcément productiviste. Il y a énormément de textes aujourd'hui qui parlent justement de Marx et de son rapport à la nature, à l'écologie, à l'environnement, comme vous voulez. La nature, j'aime pas plus trop employer ce terme. Et clairement, il n'y a pas de productivisme obligatoire dans le communisme. Il y a une possibilité d'où l'éco-marxisme qui revient un petit peu aujourd'hui, c'est de montrer qu'en fait, il peut y avoir un communisme qui soit respectueux de l'environnement. Et alors pareil, si ça vous intéresse, je peux vous donner plein de sources très intéressantes de personnes qui en parlent aujourd'hui. Je pense à Ramzig Kesheyan qui est quand même très intéressant sur ces questions-là. Mais il y a énormément de sources aujourd'hui
sur l'éco-marxisme, qui montre que effectivement il y a un communisme possible. Alors après, voilà, dans l'écologie politique, il y a énormément de visions. Hein. Il y a l'éco-marxisme, l'éco-socialisme, il y a ce que je vous disais sur l'écologie plutôt libertaire. C'est possible aussi. Merci. Ensuite, une question et un développement de Nathalie qui demande quelle serait l'alternative au capitalisme et que penser à cet égard du communisme primitif en vigueur de 200 000 ans à moins de 200 000 ans à moins de 10 000 ans, donc c'est-à-dire le néolithique avec l'apparition de la propriété privée, où les hommes vivaient en paix plus longtemps avec une espérance de vie à la naissance, sans empêcher en rien toute vie humaine sur Terre. Oui, alors ça fait. Il y a toute cette question en fait sur les peuples premiers et sur l'usage des terres des différentes communautés de chasseurs-cueilleurs. Et en fait, c'est assez intéressant. Je ne serais pas la meilleure pour en parler, mais en tout cas, de ce que j'en ai lu, effectivement, c'est même assez clair. Il y a énormément de communautés qui ont pu vivre et sans aucun souci, avec une vision de l'environnement qui n'était pas du tout extractiviste et sans domination, et donc qui ont réussi en fait à vivre effectivement assez longtemps. Avec juste, avec entre guillemets un équilibre, même si équilibre c'est toujours compliqué, mais tout du moins plus ou moins avec un équilibre quant aux êtres vivants et non vivants qui étaient autour d'eux. L'étude dont je parlais justement, qui est sortie en fin d'avril, là, je crois que c'est le 21 avril 2021, donc il y a vraiment très peu de jours, montre qu'effectivement la plupart des communautés de chasseurs-cueilleurs en fait ont même réussi à augmenter parfois la biodiversité dans les zones qu'ils cultivaient, et que en fait ils essayent de montrer que on a une vision très binaire encore une fois de la nature sauvage et de la nature qui serait et de l'environnement artificialisé, anthropocisé, et le fait que même qu'un milieu, même transformé par l'homme, pourrait aussi avoir une biodiversité intéressante. C'est le cas d'ailleurs. Aujourd'hui en France, clairement, la plupart toutes les terres ont été transformées par l'homme, et il y a des milieux qui sont intéressants pour des naturalistes. Je pense aux prairies. Il y a plein de prairies très intéressantes d'un point de vue naturaliste. Donc il y a des choses possibles en fait. Effectivement, je trouve que ça c'est intéressant de se dire que en fait on a des possibilités de vivre collectivement sans détruire la nature, voire même en permettant qu'elle soit abondante. Et il y a plein d'exemples je dirais pas de renaturalisation parce qu'on a c'est un terme qui a déjà été récupéré, mais on a des exemples où en tout cas on a des milieux naturels qu'on peut rendre plus abondants, où on peut permettre que des êtres vivants reviennent et reviennent en abondance. Très bien, merci. Alors ensuite, il y a eu deux questions qui interrogent sur l'aspect démographique, donc je vais les lier. Donc c'est une question de Michel et de Union pacifiste. Qui demande, René Dumont parlait aussi du problème démographique. Est-ce toujours un sujet tabou? Alors, il y avait deux questions ou c'est... Oui, alors, oui, je peux donner la deuxième. On va vers 10 milliards d'humains qui vivent longtemps. C'est aussi un effet de ce processus. Pardon. Oui. Alors moi je pense pas. Moi je suis pas du tout dans la vision qu'on est trop sur Terre. C'est-à-dire c'est drôle parce que c'est un vieux débat quand même qui pour moi a déjà été réglé il y a très longtemps, même s'il revient régulièrement sur le devant de la scène. En fait, je trouve que ce qui rappelle bien qu'il n'y a pas forcément de débat là-dessus, c'est qu'en fait c'est un très faible pourcentage de la population qui a des effets sur l'ensemble de la planète. Et il se trouve que ce faible pourcentage, c'est les pays occidentalisés. C'est notre mode économique
et notre mode de production qui détruit l'environnement. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la planète. Le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, il me semble que si on réfléchissait à un monde plus équitable, on pourrait, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de nourriture dans le monde si on réfléchit à tout ce qu'on produit et à tout ce qu'on jette. Si on réfléchit autrement, en fait, à la manière dont on produit, on pourrait très bien n'avoir aucun problème alimentaire dans le monde. C'est un peu différent de l'empreinte qu'on a, mais il n'empêche que on parle toujours de cette question-là. En réalité, c'est juste une orientation de nos politiques. On pourrait décider que plutôt que d'investir dans certaines choses, il y a quand même plein de choses sur lesquelles on n'est pas obligé d'investir, on pourrait vivre équitablement. Ça, c'est des choix. Pour moi, c'est juste des choix collectifs. Et donc, qu'on soit plus nombreux, évidemment, ça a un effet sur l'environnement, c'est évident, mais ça a un effet en fonction du niveau de vie qu'on a. Donc, je pense que ça me semble plus intéressant de réfléchir à quel monde on voudrait pour qu'on puisse tous vivre sans détruire notre environnement. Mais en tout cas, voilà, je ne crois pas à cette question du fait qu'il faille détruire une partie de la population. Merci. Alors, il y a Ronan qui fait un long développement et qui vous interroge, qui voudra avoir ton point de vue. Alors, il dit tout à fait d'accord avec le manque de pertinence du concept d'anthropocène. L'Amérique du Nord et l'Europe ont émis 60% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1850. L'étude Carbon and Equality from Tokyo to Paris, vous excuserez mon accent anglais, de Chancel et Piketty en 2015 montre que 10% des plus riches au monde concentrent 45% des émissions mondiales de CO2 et que 50% des plus pauvres se partagent que 13% des émissions. Il y a donc une double responsabilité par répartition géographique et par niveau de richesse. Qu'en pensez-vous ? Ouais, alors juste sur cette étude, en fait, elle a été pas mal controversée et l'étude de Piketty, j'entends sur le fait que les 10% les plus riches émettraient énormément plus que les plus pauvres. Et il y a une étude qui est parue là en 2021 là-dessus. J'essaie de vous retrouver les chiffres, mais ce sera entre autres dans mon article dans le Monde Diplo du coup pas de mai, donc de juin. Je cherche juste dedans, mais ce qu'ils disent, c'est que voilà, c'est un peu moins. Enfin, c'est quand même évidemment les plus riches qui émettent plus, mais en tout cas, voilà, ils estiment que c'est plus 10% des plus riches qui émettraient 2,8 fois plus que les 10% les plus pauvres. Et ce chiffre, il vient aussi du fait qu'on n'est pas capable d'estimer en fait ce que les 1% plus riches émettent, parce qu'il y a énormément de difficultés pour suivre en fait ces émissions. Mais voilà, enfin, il a souvent été dit que Piketty et Chancel avaient exagéré beaucoup ces chiffres-là. Bon, il n'empêche que le constat est le même, hein, les plus riches polluent plus que les plus pauvres. Mais c'est vrai que ça pose plusieurs questions. Bah, c'est évident que du coup c'est lié à notre niveau de vie. Pour moi, c'est aussi une question très culturelle en fait, parce que globalement, je pense que si on gardait le monde dans lequel on vit et qu'on donnait plus d'argent à tout le monde, on polluerait tous plus. Pas tant parce qu'on est plus riche que parce que en fait, notre modèle culturel actuellement, c'est pour réussir sa vie, il faut, enfin, je sais pas, toutes les choses folles qu'on voit, avoir une Rolex et avoir voilà, 2 maisons et 4 voitures, etc. et un yacht et je ne sais quoi. Donc en fait, on est dans un modèle culturel qui clairement promeut la surconsommation, ça c'est évident, et il faut pouvoir le montrer en plus. Voilà, après, ça signifie donc que peut-être il faudrait un changement culturel et réfléchir à ce dont on a réellement besoin, qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux. Mais moi, c'est évident que je pense pas que ce soit plus d'argent, mais c'est juste que ça complexifie un petit peu la question du monde d'après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste en redistribuant l'argent qu'on pourrait, je pense, réussir à résoudre les questions d'empreinte écologique. Je pense que c'est aussi des questions culturelles. Et c'est ce que s'entraînent à faire, il me semble, tous ces mouvements
d'écologie politique, de se questionner en fait sur nos besoins. Merci. Bon, je suis submergé de réactions et de questions, donc je vais essayer de les prendre et d'improviser là. Donc il y a Pauline qui te remercie, c'est très intéressant, et qui demande la population serait-elle favorable à des mesures diminuant leur niveau de confort? Point d'interrogation. Y a-t-il des études sur l'acceptabilité des mesures envisagées par les différents courants? Ouais, ça c'est une grande question. Je crois pas qu'il y ait d'études, enfin scientifiquement, je crois pas qu'il y ait d'études sur cette acceptabilité. C'est sûr que dit comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait pour. Après, et d'ailleurs, enfin oui, c'est des questions qui reviennent souvent. Après, il y a aussi un principe de réalité un petit peu, c'est que il me semble que quand même aujourd'hui, il y a pas mal de monde, si on reste sur le monde français, qui se rendent compte quand même qu'on ne peut pas en fait continuer comme ça. Et donc, il faut des solutions. Après, la mise en œuvre de ces solutions, évidemment, en tout cas par une politique centralisée, c'est sûr que ça semble un peu compliqué. Mais c'est pour ça que moi, je crois plutôt en des... Et par exemple, je reviens donc à la question, pardon, mais donc dans les mesures envisagées par les différents courants, en fait, c'est du débat démocratique, en fait. C'est que soient mis en place des commissions locales de personnes qui vont pouvoir discuter et réfléchir de comment on peut faire. On en revient quand même pas mal à du local. Après, il y a aussi il me semble que c'est Bruno Latour, par exemple, qui proposait aussi le fait qu'il y ait au niveau national aussi un conseil citoyen qui puisse proposer en fait des mesures à mettre en œuvre, qui soient donc pas élus, qui soient tirés au sort. Ça ressemble beaucoup à la Convention citoyenne pour le climat, hein, finalement. Et la Convention citoyenne pour le climat, c'est effectivement des gens qui en sont arrivés à proposer des mesures qui paraissent incroyables. Enfin, quand on suit un peu le sujet, personne n'a osé proposer tout ce qu'ils ont proposé. Et pourtant, c'est des gens qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose au départ, et donc qui, pour moi, ont une très forte légitimité, en tout cas, à proposer des mesures pour tout le monde. Donc voilà, ça peut passer par ce genre de choses, effectivement. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question, mais... Oui, merci. Alors, il y a une question sur le déni. Donc, en 2080, les Corbières vont ressembler à l'Andalousie du Sud. Le bassin méditerranéen sera aussi très concerné par le réchauffement climatique. Pourquoi les hommes sont-ils dans le déni? Là-dessus, je trouve qu'il y a pas mal de... suite aux questions au débat des collapsologues, il y a pas mal de choses qui sont sorties sur, en fait, tout simplement, le cycle du deuil, en fait. Et le cycle du deuil, ça commence par le déni. Donc en fait, oui, voilà, en premier, on nie les difficultés, ensuite on est triste. Je résume beaucoup, hein. Et ensuite, on dépasse tout ça pour réagir et pour rebondir. Mais après, je ne peux pas beaucoup répondre plus que ça. Pourquoi les hommes sont dans le déni? Je pense que je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde est dans le déni. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de... En fait, je pense clairement que selon le milieu social dans lequel on est, on est, entre guillemets, soit dans la partie un peu gagnante de ce système et du coup, on n'a pas envie de voir ce qui va pouvoir advenir, soit dans la partie moins gagnante. Et je pense que dans cette partie-là, dans les milieux populaires ou dans les milieux petits bourgeois qui commencent un petit peu à changer, on n'est pas totalement dans le déni. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience en fait de ça, qui sont très très en colère, et c'est juste que, enfin voilà, on peut pas encore se mobiliser de la manière qu'on le souhaiterait, mais moi je suis quand même assez positive sur les mobilisations citoyennes. Très bien, merci. Alors, il y a Comte qui propose peut-être une solution qui me semble assez radicale.
en disant un conflit nucléaire pourrait anéantir une partie de l'humanité. Voilà où nous en sommes aussi. Oui. Oui, ça c'est sûr. Je ne veux pas un conflit nucléaire, hein, quelques petites centrales en France, ça suffirait. C'était pour terminer sur une note Note joyeuse. positive. Et une autre annonce joyeuse, les plus riches vont pouvoir se rendre sur Mars, merci SpaceX, donc on va être enfin débarrassé du problème. Alors, Ouais. Ouais, je crois qu'Elon Musk disait que quand même, il y aurait peut-être quelques hommes qui mourraient en allant sur Mars. Là aussi, au niveau déni, on est... Alors, je propose une dernière intervention. La répartition des richesses changerait le mode de consommation. La répartition des richesses changerait le mode de consommation. Consommer mieux, accès à des produits locaux et prendre de la distance avec la grande distribution, le consommable, gaspillage, obsolescence programmée, produits à bas prix, moins de gaspillage et de déchets. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Ça peut avoir cet effet, mais je pense que c'est quand même plus complexe dans le sens où, par exemple, les populations riches, elles sont pas mises à acheter du bio, tout comme ça. En fait, la plupart ont commencé à acheter du bio parce qu'ils pensaient que ça avait un effet sur leur santé. En fait, c'est souvent très égoïste quand même la manière dont on consomme. Et c'est pas eux, par exemple, ils vont pas aller forcément chez des petits paysans. Enfin, en fait, le système restera le même. C'est pas parce qu'on achète du bio qu'on soutient un petit paysan et donc qu'on change l'agriculture industrielle. Du coup, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Même si évidemment, tout du moins une répartition des richesses pourrait permettre à chacun de choisir, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bernard. Alors, le temps, merci Dany, merci Claire, le temps de réactiver mon micro. Mais je pense qu'une fois de plus, il va y avoir pas mal de frustration, des gens qui auraient voulu intervenir, qui auraient voulu poser d'autres questions. Mais vous avez toujours la solution de nous écrire aux amis du diplôme par l'intermédiaire de nos divers sites et nous reporterons vos questions à Claire Lecoeuvre. Encore merci Claire pour cet exposé. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence. Je voudrais quand même dire un petit mot à propos d'une journaliste bretonne qui a quelques problèmes avec certains agriculteurs que je ne citerai pas d'une grande fédération syndicale agricole qui ont clairement tenté de la tuer. Il s'agit de Morgane Large, qui a eu le malheur de faire certains articles sur le fonctionnement de ce type d'agriculture et ça lui a valu des menaces, ça a valu des suppressions de subventions à la radio associative dont elle s'occupe. Voilà, donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à admettre qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils portent du tort à l'ensemble de la population. Voilà, je voulais le dire, c'est vrai que cherchez un peu sur Internet, Morgane sans eux à la fin, l'Arche, si vous pouvez lui apporter un soutien moral, ce serait très bien. Ensuite, prochaine conférence, ce sera le 5 mai avec Ludivine Bantini, historienne, alors qui ne nous parlera pas de la commune, même si elle travaille beaucoup sur la commune en ce moment. Elle nous parlera autour de son récent livre 1968 de Grand Soir en Petit Matin. Donc même lieu, même heure, 18h. Et la conférence suivante, ce sera encore une conférencière, encore une historienne, Mathilde Larère, mais qui ne nous parlera pas histoire officiellement, quoique c'est une autre façon de parler d'histoire, puisque ce sera autour de son livre, ça y est, j'ai plus le nom, Rage Against the Machine. Voilà, je l'ai prononcé à la française, mais petite allusion à un groupe musical célèbre. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci encore Claire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté,
dans quelques temps sur les sites, les divers sites des Amis du Monde Diplomatique et sur le Facebook des Amis du Diplôme de l'Aude, vous pourrez trouver la conférence en visio pour la revoir ou la faire circuler et le podcast de même audio. Voilà. Merci beaucoup à tous aussi. Merci Bernard, merci Dany. Et merci à tous pour vos questions et j'essaierai de vous faire passer des liens pour les chiffres, mais aussi des sources de livres, parce qu'il y a effectivement pas mal de choses. J'ai vu différentes personnes qui parlaient de René Dumont, mais qui est certes intéressant, mais je pense qu'il y a plein d'autres sources récentes qui sont très intéressantes. Bon, eh bien, on se quitte comme ça, et puis à une prochaine fois. Puis j'espère à Carcassonne pour manger le cassoulet. Avec plaisir, avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.